Seuls les plus petits secrets ont besoin d'être protégés, les plus gros sont gardés par l'incrédulité publique. Cette citation du théoricien des médias et de la communication canadien Marshall McLuhan fait écho avec l'actuelle gestion oligarchique du pouvoir et a fortiori avec la vision macronienne des choses. Soyez les bienvenus dans Faits et Documents, l'émission. On fait le point aujourd'hui sur la réalité de l'exercice du pouvoir en France et sur sa perception à travers l'étude de notre thème du jour qui est le contrôle de l'opposition. À cet effet, on va évidemment interroger notre rédacteur en chef, le rédacteur en chef de Faits et Documents, Xavier Poussard. Xavier, bonjour. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Eh bien, allons-y Xavier, on débute tout de suite. On va poser les bases. Alors, l'opposition contrôlée, comment la définiriez-vous, Xavier ? Alors, les oppositions contrôlées, c'est un terme dont on entend beaucoup parler en ce moment, et c'est un terme qui s'invite de plus en plus dans les sphères alternatives. Alors, d'abord, bon, il y a plusieurs choses dans opposition contrôlée. Il y a deux termes, il y a opposition et contrôlée. Donc, il faut évidemment, c'est la base, définir les termes. Bon, quand on pense à opposition contrôlée, on pense évidemment d'abord au contrôleur d'opposition. L'archétype du contrôleur d'opposition, c'est Goldstein dans 1984 d'Orwell, dont on découvre à la fin qu'il travaille en fait pour Big Brother et qui sert justement à canaliser et à contrôler, c'est le cas de le dire, l'opposition. Et puis il y a une deuxième figure qui est le concept léniniste, enfin en tout cas attribué à Lénine, de l'idiot utile, c'est-à-dire celui qui est l'idiot utile parce qu'il croit combattre un pouvoir qu'il sert en réalité. Donc, bien articuler ces deux personnages, le contrôleur d'opposition et l'idiot utile, qui sont donc ces deux figures qu'il faut articuler. Bon, alors, on va prendre un cas vraiment simple d'opposition contrôlée. C'est ce qu'on observe par rapport au climat, c'est-à-dire que il y a un besoin évident de protection de l'environnement, d'harmonie avec la nature, qui est aujourd'hui partagé par à peu près toute la population. Donc là, le pouvoir va mettre le paquet pour contrôler cette problématique. Et c'est ce qui va s'appeler l'écologie politique. Donc l'écologie politique réduite à la problématique, évidemment, de la décarbonation. Et qui va-t-on trouver derrière cette problématique de la décarbonation ? Les fondations Rockefeller, qui sont les Rockefeller étant connus comme avoir fait fortune dans le pétrole, donc ce qui déjà devrait interroger. Et derrière tout ce narratif de la décarbonation, on va retrouver les fondations Rockefeller à travers le rapport Meadows, qui en fait cache le malthusianisme et une contrainte due à l'effondrement économique. Et ça va progresser au fil des années 70, 80, 90 pour aboutir au système des COP articulé avec le GIEC. COP 21, COP 22, COP 23, toutes les COP, et puis le GIEC avec le narratif du changement climatique et effectivement de la décarbonation, avec des fondations qui vont financer effectivement les causes climatiques et les activistes du climat. Par exemple, dans Faits et Documents, on a traité le portrait d'une femme qui s'appelle Laurence Tubiana, qui vient du cabinet de Lionel Jospin et qui aujourd'hui à la tête, je crois, de l'European Climate Foundation, qui est étroitement liée à la Fondation Rockefeller et qui précisément va distribuer des subventions à des organisations climatiques. On a vu récemment les activistes climatiques comme Extinction Rebellion, etc., étaient financés par un membre de la famille Getty. Famille Getty, qui est également une famille qui a fait fortune dans le pétrole. Et l'assistance juridique apportée à ces activistes va être fournie, encore une fois, par les fondations Rockefeller. Donc là, vous avez typiquement des contrôleurs d'opposition, et puis vous avez des idiots utiles, parce que vous avez le type de 17 ans qui pense qu'il y a un problème avec la planète et qui va aller s'attacher les mains sur une autoroute pour empêcher les voitures de passer. Et il est évident que le téléspectateur moyen qui regarde ça, ou qui voit des activistes climatiques déverser de la peinture sur des tableaux dans les musées, se dit bon, l'écologie il en a marre. Donc là, vous avez effectivement le contrôleur d'opposition caractérisé, puisqu'il est le même que le principal pollueur désigné, et l'idiot utile, donc qui va être le militant de base de Extinction Rebellion par exemple.
Alors, un exemple typique, là où on est allé plus loin dans l'instrumentalisation de l'écologie politique, c'est l'exemple des Grünen allemands. Et un exemple assez fascinant puisqu'on a un parti qui naît de l'écologisme allemand, qui vient d'ailleurs de l'époque romantique, puis du national-socialisme. Donc en fait, ça enracine très profondément dans l'esprit allemand, si on veut, et donc va apparaître les Grünen en Allemagne de l'Ouest, qui sont à la fois antimilitaristes et pacifistes. Et on voit qu'aujourd'hui, les Grünen sont la 5e colonne des États-Unis en Allemagne, avec un poids démesuré sur la vie politique allemande, et qui sont à la fois le parti de la guerre, puisque quand il rentre au gouvernement, c'est Joschka Fischer qui va envoyer les Allemands au Kosovo. Aujourd'hui, c'est eux qui poussent le plus pour l'envoi de chars et l'envoi de munitions à l'Ukraine. C'est eux qui ont poussé Angela Merkel à sortir du nucléaire, qui est l'énergie la moins polluante et qui fait qu'aujourd'hui, l'Allemagne est revenue au charbon. Et ils sont le parti de l'effondrement économique de l'Allemagne. Donc, c'est-à-dire que d'un parti antimilitariste, pacifiste et écologiste, c'est le parti des pollueurs et le parti de la guerre. Et donc là, on a vraiment un exemple, et en plus la 5e colonne des États-Unis en Allemagne. Donc on a vraiment un exemple parfait d'un contrôle d'opposition abouti qui, à mon avis, sera étudié dans les écoles euh, de sciences politiques, si on veut, dans les années à venir. En fait, on retrouve avec ces activistes climatiques exactement le même principe qu'avec les altermondialistes des années 90. Alors le mondialisme est tellement radicalisé qu'aujourd'hui, il n'y a plus tellement d'altermondialistes. On est anti-mondialiste ou on est mondialiste, mais qui en fait allaient devant Davos pour demander encore plus d'immigration, en fait, demander une accélération de l'agenda. Exactement comme les activistes climatiques demandent encore plus de propagande sur le réchauffement climatique. Donc là, l'altermondialisme, un discours altermondialiste qui aurait pu avoir sur le Covid. Bon, on l'a un petit peu entendu, mais finalement assez peu, qui aurait été que le vaccin devienne un bien public mondial, donc obligatoire, c'est-à-dire la gratuité finalement du vaccin. Donc finalement, Pfizer visiblement avait besoin d'argent, donc ça s'est pas fait. Mais on voit toujours derrière ces dispositifs d'opposition contrôlée plusieurs échelles. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'argent qu'on peut se faire avec le greenwashing, donc il y a une économie du greenwashing, et puis derrière, il y a carrément des escroqueries, c'est-à-dire l'escroquerie à la taxe carbone, etc. Donc vous avez, comme dans toute entreprise moderne, différentes figures, donc le contrôleur d'opposition, l'idiot utile, donc en fait, ça va être le salaud, le crétin, et puis derrière, les escrocs, quoi. Donc voilà, comment définir l'opposition contrôlée à travers un cas pratique. Merci Xavier, on comprend bien les mécanismes à la manœuvre. Mais alors si on veut poursuivre dans la définition de cette opposition contrôlée, est-ce qu'on doit dire que l'opposition contrôlée, c'est celle qui fait ou celle qui ne fait pas? C'est-à-dire que plus précisément, c'est quel est son rapport au pouvoir? C'est celle qui agit contre le pouvoir ou celle justement qui n'agit pas contre le pouvoir? Moi, je constate de plus en plus que s'opposer sérieusement, c'est déjà nommer le pouvoir, déjà avoir le courage de nommer le pouvoir. Donc déjà, quel est le pouvoir qui s'exerce aujourd'hui sur la France et sur l'Occident? C'est déjà ça répondre à cette question, c'est déjà essayer d'échapper à l'opposition contrôlée. On va étudier ça à travers des cas pratiques, mais et tu vas voir que ça fonctionne vraiment. Bon, le pouvoir aujourd'hui, on peut dire qu'on sort de la période, si tu veux, de l'hégémonie mondialiste qui a suivi la chute de l'URSS. Or, ce pouvoir qui se pensait en pleine expansion, on a découvert avec l'entrée des Russes en Ukraine qu'il était en réalité dans un isolement relatif. C'est les votes à l'ONU, on voit que l'Inde, la Russie, et puis en fait 60%, voire 70% de la population mondiale ne soutient pas l'Occident. Il suffit de voir les cartes, en fait c'est l'Occident qui est isolé. Et donc ce nouvel ordre mondial qui est en proie à des contradictions internes puisque les causes de la crise de 2008 n'ont jamais été réglées. Donc en fait à chaque fois, alors les gens disent pourquoi ça s'effondre pas, parce qu'effectivement à chaque fois on met un pansement sur une jambe de bois, on change les règles, on crée les taux d'intérêt négatifs, ce genre de choses, et on voit que ce pouvoir, au fur et à mesure qu'il s'effondre,
se radicalisent. Et donc, on va avoir deux phénomènes que sont des événements avec des narratifs de plus en plus dysfonctionnels, portés par un deuxième phénomène qui est le concept du Young Global Leader. Alors, qu'est-ce que c'est que le narratif dysfonctionnel? Typiquement, c'est le Covid. Bon, on va pas refaire toute l'histoire, mais il est évident que Didier Raoult, l'État français a mis 100 millions sur lui pour gérer la France dans une pandémie, si une pandémie arrivait en France. L'État a mis je crois, plus de 100 millions sur l'IHU de Marseille. C'est lui le spécialiste de la question. Il prend la parole avec un médicament qui a fait ses preuves. Bon, le type se fait traiter de charlatan. Et derrière, on nous impose un vaccin sorti de nulle part, où là, pour le coup, il n'y a pas d'études, il y a rien. On nous l'impose. Et en fait, Raoult est un charlatan et un tueur, et Bourla est le sauveur. En fait, il semble évidemment que ce soit l'inverse. Et il n'y a pas besoin d'être un très grand intellectuel pour le comprendre. Et d'ailleurs, les gens le comprennent. Et à ce moment-là, on les traite de complotistes. Là, sur l'Ukraine et la Russie, c'est exactement un narratif dysfonctionnel. C'est-à-dire, on est censé gober que la Russie a attaqué l'Ukraine parce que Poutine serait la réincarnation d'Adolf Hitler. Bon, or il y a des enregistrements de responsables américains. Enfin, tout prouve qu'en fait, ce sont les États-Unis qui attaquent la Russie par Ukraine interposée pour couler l'économie européenne. C'est assez simple à comprendre. D'ailleurs, c'est le coup d'État de 2014. Si on veut faire une comparaison, qu'aurait-on dit si, par exemple, les Russes avaient financé un coup d'État au Mexique? Comment auraient réagi les États-Unis? Enfin, voilà. Donc, c'est des narratifs vraiment dysfonctionnels que chacun peut comprendre. Donc, une propagande, un rouleau compresseur de propagande qui, comme un enfant de 1 an qui essaye de faire rentrer un rond dans un carré, ça rentre jamais. Il a beau pousser, ça rentre jamais. C'est exactement ça. Et donc, ces narratifs sont tellement dysfonctionnels qu'il faut les faire porter par des Young Global Leaders. Alors, on pense évidemment aux Young Global Leaders du forum de Davos, dont sont issus, je crois, le nouveau Premier ministre britannique, Justin Trudeau, Emmanuel Macron. Mais il faut comprendre ce que c'est. C'est pas seulement quelqu'un qui participe à un programme ou un réseau, c'est aussi un profil. Et si je voulais faire une comparaison, je dirais que le Young Global Leader dans la fiction, c'est ce film très connu qui s'appelle Le Candidat Mandchou, et qui raconte l'histoire d'un homme politique qui est promis aux plus hautes responsabilités aux États-Unis, et dont on va découvrir qu'en vérité, il y a des trous dans son passé, que son passé a été réécrit et qu'il est contrôlé mentalement par sa mère, qui elle-même est issue d'une lignée et qui œuvre pour les intérêts. Dans le film, c'est le complexe militaro-industriel. Voilà, je suis désolé si j'ai spoilé, comme on dit, mais le concept de candidat Mandchou s'applique vraiment au Young Global Leader, avec d'ailleurs, ce qui est fort, c'est la question du problème biographique dans le Young Global Leader. Il y a à chaque fois cette dimension qui n'est pas seulement une biographie, je dirais, arrangée ou arrondie, mais qui est un problème biographique global. C'est sans commune mesure avec les petits secrets de Chirac ou les petits secrets de Mitterrand. C'est vraiment un problème biographique global qui nous est imposé. Et d'ailleurs, en France, les intellectuels aiment pas ça parce que ça sort du confort de l'abstraction. Et d'ailleurs, même si Obama, il me semble, n'était pas un Young Global Leader, enfin, faudrait vérifier, mais lui, en tout cas, est archétypal du Young Global Leader et du candidat Mandchou, a provoqué, est à l'origine, je dirais, de la colère de Trump et de son lancement en politique. Il y avait tout un tas de problèmes biographiques sur Barack et Michelle Obama, et que Trump, évidemment, et Trump a toujours avancé d'ailleurs, sur les questions biographiques de ses adversaires. D'ailleurs, nous, quand on a lancé l'affaire Brigitte, Le Monde, je crois, a titré derrière l'affaire Brigitte la crainte d'une Trumpisation du débat public en France. Donc, je rassure Le Monde, il n'y a pas de Trump en France, et ça n'a pas suivi. Mais on voit, si tu veux, eux accusent, mais derrière l'accusation, il y a quand même cette réalité-là, c'est-à-dire qu'on nous impose des dirigeants avec des biographies plus que problématiques. C'est aussi le cas, évidemment, de Justin Trudeau, où là on retrouve, comme dans le candidat Mandchou, la lignée, on retrouve évidemment les problèmes de filiation, et à chaque fois on a aussi une dimension, là pour le coup comme chez Macron,
de doute sur la stabilité psychologique, pour parler poliment là sur Justine Trudeau, c'est incroyable, c'est les village people, elle vit tout seule. Et à chaque fois, on retrouve ça. Et là, chez Macron comme chez Trudeau, il y a le candidat Mandchou. Et si on veut rigoler un peu, il y a aussi 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Tu sais, Michel Serrault dans 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. C'est des films qu'il faut regarder, je pense, pour bien comprendre la psychologie du Young Global Leader et des dirigeants qui nous sont imposés pour porter précisément ces narratifs cognitivement dysfonctionnels. Voilà. Donc là, je pense que Macron est effectivement l'archétype du Young Global Leader. D'ailleurs, comment Klaus Schwab, qui est le grand Manitou de Davos, vous a bien expliqué à la télé suisse, dans une interview, que Macron était celui qui nous emmenait vers le monde d'après. Donc en fait, c'est le Young Global Leader des Young Global Leaders. Donc voilà, s'opposer aujourd'hui, c'est déjà nommer le pouvoir et comprendre cette articulation entre des narratifs dysfonctionnels cognitivement et des Young Global Leaders à fort enjeu, je dirais, biographique. C'est ça qui nous est imposé et c'est aussi à ça que nous devons répondre. Alors là, je vais prendre 2 cas d'opposition, je dirais, à la fois inattendus, fortuit et pour le coup incontrôlé. L'opposition incontrôlée, c'est ce que dans les médias on appelle classiquement le dérapage. Quand quelqu'un dit, on dit oh il a fait un dérapage. On l'a vu avec Ségolène Royal sur l'Ukraine, c'est qu'en fait c'est quelqu'un qui dit la vérité, puisqu'en fait euh, tout est inversé. Donc le type qui fait un dérapage, c'est juste celui qui dit vrai. Ségolène Royal a dit vrai sur l'Ukraine, donc elle a dérapé. Donc là je vais prendre sur Emmanuel Macron 2 cas et à chaque fois, je vais débunker le traitement journalistique qui a été fait de leur soi-disant dérapage. Alors les 2 cas, c'est Gaël Giraud et Jean-Philippe Tanguy. Alors Gaël Giraud, c'est un normalien, école normale supérieure de la rue d'Ulm, donc l'élite de l'élite française, prêtre jésuite, ponte de l'université, il est directeur de recherche au CNRS, récompensé par le cercle des économistes que préside Hervé Lorenzi. Donc là, c'est vraiment la parole universitaire institutionnelle en termes d'économie. Il a été chef économiste à l'Agence française de développement et à chaque fois qu'il sort un livre, vous avez une promotion dans toute la presse. Donc a priori, lui, c'est pas un opposant, c'est pas un opposant déclaré. Et là, il va déraper donc sur Thinkerview le 23 octobre 2022. Donc je cite son dérapage. L'arrivée d'Emmanuel Macron à Rothschild a été décisif pour lui. Il a été pris sous la coupe de David de Rothschild, l'ancien PDG de cette banque qui, si je comprends bien, en 1980, a perdu sa banque à cause de la nationalisation de Rothschild. David de Rothschild est un homme tout à fait honorable qui a une revanche à prendre sur les nationalisations de 80 et qui, lui, a un grand projet eschatologique qui vise la fin des temps, qui est la privatisation absolue du monde et la médiocrisation de l'État de manière à ce qu'un traumatisme comme les nationalisations de 81 ne soit plus possible. C'est mon point de vue sur une information qui circule à Paris. Emmanuel Macron est le porte-flingue de David de Rothschild. Il est un petit peu comme les enfants soldats du Congo, c'est-à-dire les enfants qui sont capables de tout. Les enfants soldats du Congo sont les enfants à qui la première chose qu'on leur demande, c'est d'aller tuer leurs parents pour être sûr qu'ils ont brûlé tous les vaisseaux et qu'ils sont prêts à tout. Donc, d'une certaine manière, la personne Emmanuel Macron, sur laquelle on est très, très focalisé, n'est pas très intéressante. C'est un garçon qui exécute un programme qui lui est dicté par d'autres, notamment David de Rothschild. Et ce programme, c'est la privatisation du monde et la destruction de l'État social. Bon, c'est inhabituel d'entendre ce genre de propos dans les médias. Bon, en l'occurrence, c'est Thinkerview, donc on est, je dirais, aux confins du média alternatif et du mainstream. Mais en tout cas, le personnage qui prononce ces propos est tout à fait mainstream. Or, ce type-là va être évidemment accusé d'antisémitisme, on va lui sortir des histoires de plagiat, enfin, il va se faire massacrer pendant 48 heures, jusqu'à ce qu'il s'excuse en expliquant qu'il avait dérapé, que c'était pas ce qu'il voulait dire, etc. Or, bon, on va essayer de fact-checker les différents extraits de ces propos. D'abord, il est question de la privatisation de 80. Alors, est-ce que les Rothschild ont une revanche à prendre sur la privatisation de 81? Alors, en vérité, la banque Rothschild était à l'époque au bord de l'effondrement. C'est Jean-Pierre Levat qui l'a raconté sur France 2. Et en vérité, la nationalisation a permis de renflouer la banque. Donc en vérité, c'était une belle opération pour Rothschild. Mais malgré tout,
la nationalisation a entraîné ce mot de Guy de Rothschild, qui s'est défini comme juif sous Pétain, paria sous Mitterrand. Pour moi, cela suffit. Donc, c'est une parole un mot de Guy de Rothschild, donc qui était le père de David, qui est resté célèbre. Et donc, on sent effectivement qu'il y a une volonté de revanche sur la privatisation sur la nationalisation de 81. Et ensuite, d'ailleurs, la banque Rothschild a pris part à nombre de privatisations ou de fusions-acquisitions, c'est-à-dire de dépeçage de fleurons français. Donc là, les propos de Gaël Giraud peuvent être considérés à certains égards comme approximatifs, mais en tout cas, ils sont vrais. Alors ensuite, sur le lien entre Emmanuel Macron et David de Rothschild, puisque c'est un garçon qui exécute un programme qui lui est dicté par d'autres, notamment par David de Rothschild. Macron lui-même a déclaré à Marc Andevelde en 2015, David de Rothschild, je suis sa couverture, je suis son edge. Donc Macron lui-même, donc tout ce que dit Gaël Giraud est dit par Macron lui-même. Donc ensuite, ça renvoie à une autre question, c'est qui est David de Rothschild. Donc David de Rothschild, c'est simple, c'est le patron de la banque Rothschild et le patron de la famille Rothschild. Or, sur la banque Rothschild, une journaliste du Monde qui s'appelle Martine Orange a écrit un livre qui s'appelle La banque au pouvoir. Donc il est officiel, qui est paru chez Albin Michel, je crois. Donc une journaliste du Monde qui s'appelle Martine Orange écrit Rothschild, une banque au pouvoir. Donc il est officiel que la banque Rothschild est au pouvoir. Donc c'est le pouvoir, sous-entendu le pouvoir économique évidemment. Mais alors je tiens à dire que ça n'a rien à voir avec Bernard Arnault, parce que par exemple on va toujours nous bassiner. Alors là pour le coup c'est soit de l'opposition contrôlée, soit des idiots utiles. Mais je signale que quand on s'en prend à Bernard Arnault, on a un César. Donc il faut se poser la question. Et ensuite quand on s'intéresse à Bernard Arnault et à sa fortune, on découvrira qu'en vérité la base de l'empire de Bernard Arnault, c'est le rachat de Boussac par Férinel. Or, Férinel était le petit et Boussac était le gros. Et quand le petit achète le gros, c'est qu'il y a une intervention extérieure. Et là, pour le coup, on va avoir une intervention du système, c'est-à-dire en France, de cette imbrication entre la technostructure et la haute finance qui va constituer le pouvoir profond. Donc là, en l'occurrence, les acteurs vont être Laurent Fabius, des gens comme Serge Wimbert ou des gens comme c'est Michel David Veil via la banque Lazare. Et donc là, vous avez cette intervention-là qui va créer Bernard Arnault. Et en fait, Bernard Arnault n'est pas du tout automoteur. Donc en fait, quand dans un opposant déjà vous met sur un pied d'égalité Bernard Arnault et David de Rothschild, ou même vous explique que Bernard Arnault serait plus riche que David de Rothschild, donc il aurait plus de pouvoir, vous pouvez être sûr que là, vous êtes soit sur un idiot utile, soit sur de l'opposition contrôlée. Bon, donc je disais, Rothschild, la banque au pouvoir économique, pourquoi faire? Et donc là, effectivement, il y a un agenda politique, puisque la fonction politique claire de David de Rothschild, officielle statutaire, c'est qu'il est président du board, du conseil d'administration, du Congrès juif mondial. Le Congrès juif mondial, qu'est-ce que c'est? C'est de la Fédération internationale des communautés juives organisées à travers le monde. C'est-à-dire qu'en France, ça va être le CRIF, par exemple. Il va être membre du Congrès juif mondial. Donc c'est une organisation politico-religieuse, puisqu'elle se réclame de la défense des intérêts des Juifs. Donc c'est une organisation politico-religieuse. Quel est le programme du Congrès juif mondial? Le Congrès juif mondial, c'est très simple. Il suffit de s'y intéresser et de voir que, par exemple, il s'est réuni à Paris en 2014 et devant le conseil d'administration du Congrès juif mondial, la ligne politique a été énoncée. Elle a été énoncée par qui? Par un certain Jacques Attali. Donc, ça ne veut pas dire que c'est lui qui fixe la ligne, mais ça veut dire qu'en tout cas, c'est lui qui l'énonce. Donc, quand vous lisez du Jacques Attali, quand vous voyez des citations circuler sur les réseaux sociaux, posez-vous toujours la question d'où tu parles, camarade, et rappelez-vous que c'est lui qui est intervenu pour formuler la ligne politique du Congrès juif mondial. D'ailleurs, ce qu'il disait dans la vidéo qu'on a publiée dans le documentaire sur Jacques Attali n'était pas tellement différent de ce qu'il dit à la télé ou dans ses livres. Donc, quand vous entendez Jacques Attali, comprenez qu'il est le porte-parole de la ligne politique du Congrès juif mondial. Jacques Attali, d'ailleurs, qui entretient des liens très anciens avec André Berkoff. Depuis la Mitterrandie, André Berkoff, dont on fait le portrait, dont on fait les documents. Et donc là, ça pose vraiment des vraies questions. D'ailleurs, André Berkoff participe à des réunions des amis du CRIF. Donc comment est-ce qu'on peut être le principal intervieweur de l'opposition en France, tout en étant aux amis du CRIF, en étant ami avec Attali, et finalement
membre de facto, si on veut, de l'organisation qui se revendique comme étant au pouvoir. Donc ça c'est voilà, ça c'est alors quand je dis ça, ils vont me dire oh oui, tu sais André Berkoff, il est très sympa. Oui, ben, manquerait plus qu'en plus il te crache dessus. Donc voilà, donc ça c'est par exemple là on arrive sur un dispositif d'opposition contrôlé, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire au micro de Berkoff. C'est-à-dire si on peut effectivement démonter le narratif ukrainien au micro de Berkoff, mais on va dire les Ukrainiens sont des nazis. On va jamais dire qui a financé, qui a armé ces nazis. Et là, quand on va remonter les fils, on va tomber donc au-dessus de Zelensky, Igor Kolomoïski, qui est le producteur de Zelensky, qui a pu acheter son empire médiatique grâce au soutien de Ronald Lauder, qui est le président du Congrès juif mondial. On va trouver Victoria Nuland, qui s'appelle Nudelman, avec son époux qui s'appelle Kagan, etc. On va et en fait, on va être très très loin du national-socialisme allemand. Donc en fait, l'opposition contrôlée va aussi être un endroit où on va pouvoir dire certaines vérités, mais pas trop, pas aller jusqu'au bout de la vérité. C'est-à-dire, on reste sur le truc, bon, les Ukrainiens, c'est des nazis, oui, mais qui les a financés? Et là, ça fait disjoncter le narratif. D'ailleurs, c'est ce qui rend certainement fou quelqu'un comme, comme Arnaud Klarsfeld. Alors, donc on parlait d'Attali et du Congrès juif mondial. Le même Attali, par exemple, va expliquer Macron, c'est moi qui l'ai inventé, c'est moi qui l'ai créé intégralement. Il confie ça à Anne Fulda. Là, par exemple, un caricaturiste a mis cette citation en image, c'est-à-dire il a représenté Jacques Attali en Geppetto et Macron en Pinocchio. C'est-à-dire que radical, enfin c'est une petite caricature c'est une mise en image d'une confidence de Jacques Attali à Anne Fulda. Donc là, on découvre plusieurs choses. Ça veut dire que le pouvoir a le droit de se nommer, mais il n'a pas le droit ni d'être nommé, ni même gentiment caricaturé, puisque la caricature d'Attali en Geppetto et Macron en Pinocchio n'était pas une caricature violente. Les traits n'avaient pas été tellement accentués. Enfin, c'était une caricature gentille. Le type a été poursuivi, il y a eu tout un pataquès pour faire effacer sa fresque. Donc voilà. Donc ce pouvoir n'est pas caché, il avance à visage découvert, mais il est interdit de le désigner comme en a fait l'expérience Gaël Giraud. D'ailleurs, pour finir sur le Congrès juif mondial et pour montrer quand même que les médiations sont pas très compliquées à établir, le Congrès juif mondial remet tous les ans un prix annuel à quelqu'un dont il considère effectivement qu'il a servi son idéologie, son agenda, ses intérêts. La dernière fois que le Congrès juif mondial a remis son prix, c'était à Albert Bourla, le PDG de Pfizer. Donc vraiment, toutes les médiations sont là, tout est sur la table, tout est en source ouverte. Il n'y a pas de complot, si vous voulez, c'est pas caché. L'idée de complot, comment dirais-je, euh, impliquerait que ce soit caché. Or là, tout est sur la table. Alors là où Gaël Giraud va quand même plus loin et où ça devient très intéressant, c'est qu'il parle quand même d'une vengeance eschatologique de David de Rothschild. Or, Gaël Giraud est théologien, c'est un prêtre jésuite. Et là, ce qu'on voit derrière cette sortie sur la vengeance eschatologique, dans les textes, ça fait évidemment écho à la célèbre phrase, tu sais, dans Isaïe, qui est c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Hein. Et donc là, on comprend que ça est vrillé, puisque en fait, le pouvoir comprend que Gaël Giraud a compris. D'ailleurs, Gaël Giraud a compris, moi j'ai compris, toi t'as compris, à peu près tout le monde a compris. Donc si tu veux, on comprend même pas pourquoi il y a toute cette agitation, mais en fait parce qu'on remet le couvercle, parce qu'il faut faire un exemple, c'est-à-dire qu'on l'exécute, on le salit, pour justement que tous les autres sachent qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'a dit Gaël Giraud. Voilà, donc d'ailleurs la référence biblique est également revendiquée par Macron lui-même, puisque dès que Macron est arrivé à l'Élysée, alors il a mis des meubles contemporains dégueulasses partout avec Brigitte, enfin même Vanity Fair a fait un article sur les goûts de chiottes du couple Macron, mais surtout il y a une œuvre qui est une tapisserie d'ailleurs assez belle qu'il a mis dans la salle des fêtes de l'Élysée et qui a frappé tous ceux qui ont visité l'Élysée après l'installation de Macron, qui est une tapisserie qui représente le triomphe de Mardochée. Or Mardochée dans le récit biblique c'est quoi? C'est le livre d'Esther, c'est Mardochée donc le chef des Juifs, quoi, qui va réussir à
à battre les Perses en mettant sa cousine dans le lit du roi des Perses, cousine qui évidemment ment sur sa filiation et sur qui elle est, et qui par la ruse va réussir à inverser la vapeur et à faire que euh, les Juifs vont massacrer 75 000 Perses. Et donc, c'est ce qui est fêté, par exemple, à Pourim. Donc Macron lui-même se réclame du triomphe de Mardochée. Donc il y a un récit biblique là pour le coup qui joue davantage sur les jeux de cour, les intrigues et la séduction. Donc là, on va arriver au deuxième exemple, qui est l'exemple de Jean-Philippe Tanguy. Alors, qui est Jean-Philippe Tanguy? Pour bien situer les personnages, parce que j'aime bien vraiment la phrase d'où tu parles, camarade, qui est une vieille phrase gauchiste, me plaît parce qu'elle, je pense qu'elle est indépassable en vérité. Donc Jean-Philippe Tanguy, c'est un député RN qui vient de chez Nicolas Dupont-Aignan et qui est jeune, plutôt considéré comme assez prometteur et qui je dirais, est symptomatique d'un mouvement de fond politique que j'ai appelé l'homo-souverainisme. L'homo-souverainisme, qu'est-ce que c'est? C'est des individus qui se trouvent être homosexuels, qui sont souverainistes et qui ont une fascination pour De Gaulle. Alors, bon, moi j'ai une explication, mais qui mériterait d'être affinée, mais je pense que chez De Gaulle, à travers, je dirais non seulement le nom, mais aussi l'apparence physique, en fait, il y a une dimension phallique qui plaît à certains homosexuels. Et dans ce courant homo-souverainiste, on va retrouver par exemple des gens comme Florian Philippot, François Asselineau, évidemment Paul-Marie Couteau, etc. Et donc effectivement, Jean-Philippe Tanguy. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans l'homo-souverainisme, c'est que en vérité, d'ailleurs, l'opposition peut être contrôlée par la peur. Ça, c'est un facteur surdéterminant. Je m'explique, la peur, c'est quand même la matrice de l'action politique. Or, quelque part, en cachant le changement radical possible par des modifications dans les traités ou dans les articles de loi, oui, c'est l'article 12, alinéa 4, qu'il faudrait changer, ça changerait tout, bah, il y a quand même une façon de se défausser de ce qui fait radicalement l'action politique. Je veux dire, l'action politique, c'est le 18 Brumaire, quoi. C'est Bonaparte, il y va avec Murat, foutez-moi ça dehors, quoi. Ils mettent les 500 députés dehors et c'est bon. C'est ça l'action politique. D'ailleurs, Éric Zemmour, qui se réclame toujours de Bonaparte et qui nous vend que c'est le débat d'idées. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de débat d'idées à avoir avec Macron. Macron, c'est un type qui nous déclare la guerre, qui est effectivement, visiblement, comme le dit Gaël Giraud, l'instrument d'une vengeance pour détruire la France. Et donc, il n'y a pas de débat à avoir. C'est comme si, tu sais, c'est comme si quand Jack Nicholson, tu sais, se retrouve face à Polanski dans Chinatown et l'autre lui arrache le nez. Ben voilà, il est venu lui arracher le nez. Il y a pas de débat d'idées à avoir. Tu te fais braquer. Quand tu te fais braquer, il n'y a pas de débat d'idées. Donc là, c'est pareil sur Zemmour qui nous vend le débat d'idées et les homo-souverainistes qui sont avec les articles. D'ailleurs, il y avait ça aussi dans la gauche radicale. Il y a 10 ou 15 ans, article 13, le plan B, etc. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc bon, revenons sur Jean-Philippe Tanguy. Donc là, on est le 11 juillet 2022 à l'Assemblée nationale et il est face à des journalistes et il commence à expliquer qu'Emmanuel Macron, je cite, appartient à l'inspection générale des finances. Il a fini à Rothschild comme un bon à rien. Il ne connaît rien au droit bancaire, il ne connaît rien à la pratique financière. Monsieur Rothschild l'a dit lui-même, on a plusieurs témoignages, il a pris Monsieur Macron parce qu'il savait solliciter les aspirations homo-érotiques d'un certain nombre de cadres qui pensaient visiblement que Monsieur Macron allait apporter de l'intérêt à leur carrière en fin de carrière. Monsieur Rothschild a recruté Emmanuel Macron parce qu'il a une capacité de séduction sur certaines personnes, de les envoûter, sur les hommes en particulier, de les mener exactement là où ils veulent aller. Donc ensuite, il va se justifier dans l'après-midi et là, il continue. Je fais référence à ce que je comprends des méthodes qu'a Macron pour essayer d'avancer depuis des années. Le portrait fait par un certain nombre de gens est le portrait d'un séducteur. Si vous relisez Les Illusions perdues, vous comprendrez ce que j'ai voulu dire. Ne pas le comprendre, c'est ne pas comprendre du tout qui est le personnage manipulateur de Monsieur Macron, et c'est ne pas comprendre tous les dossiers qui tournent autour de lui. Et c'est aussi ne pas comprendre comment fonctionne le petit milieu parisien et la politique en général.
La banque d'affaires est un milieu d'hommes d'un certain âge qui projette sur les hommes plus jeunes les choses complexes de l'âme humaine. Monsieur Macron sait très bien comment cela fonctionne. Voilà, c'est pour le coup, c'est très intéressant. Alors ça va être débunké, c'est-à-dire que il me semble que c'est un journaliste de LCI, Laroutourou, je sais pas quoi, qui va dire, enfin c'est absurde, Monsieur Rothschild n'a jamais dit ça, etc. Donc voilà le débunkage est quand même le niveau zéro du journalisme. Enfin passons. Ouais, débunker le débunker quand même par quelques petites citations qui prouvent que tout ce qu'a dit euh, Jean-Philippe Tanguy est radicalement vrai, que c'est pas un dérapage et que la seule faute qu'il a commise, c'est d'avoir dit la vérité. Donc sur le côté bon à rien. Donc dans Society, il y a eu un article sur The Society qui est paru en avril 2016 sur le parcours de Macron chez Rothschild, le soi-disant Mozart de la finance. Donc il y a des salariés qui, sous couvert d'anonymat, parlent d'un piètre technicien. Je cite, Macron n'y connaît pas grand-chose. En réunion, on glousse en pensant très fort, tiens, voilà encore une perle de Macron. Voilà, donc là, je vais dans l'ambigu Monsieur Macron, paru chez Flammarion en 2015, des salariés confirment leur amertume lors de la promotion accélérée de Macron, puisque Macron est devenu le plus jeune associé gérant de la banque à 32 ans, passant devant Chertok. Donc c'est une promotion qui est pratiquée, qui est très étrange. Hein. Et là, Marc Andevel rapporte, chez Rothschild, il a la réputation de n'avoir jamais fait une équation. Il ne savait pas ce qu'était un EBITDA, le résultat opérationnel d'une entreprise. Donc EBITDA, c'est un terme financier, en anglais c'est un acronyme. Et là, je cite, David de Rothschild a dû les violer pour le nommer associé gérant. Quand même un terme fort. Donc ensuite, on a dans un livre qui est paru en Angleterre, The French Exception, de Adam Plowright chez Icon Books en 2017, donc Sophie Javary, rapporte que tous ses collègues, c'était une associée gérante qui est maintenant à la BNP, ses collègues les plus expérimentés auraient été surpris par ses appuis au sommet de la banque, notamment David de Rothschild et son bras droit François Henrot, ce qui lui permettait à l'occasion de court-circuiter sa hiérarchie immédiate. Voilà, donc là, on dit bien qu'il est connecté directement à David de Rothschild, ce qui recoupe, ce qui recoupe, et non seulement Giraud, mais aussi Tanguy. Et là, Sophie Javary précise qu'il, je cite, cherche toujours à séduire. Donc, Macron cherche bien à séduire. Donc, Tanguy dit vrai. Macron, donc lui-même a déclaré au Wall Street Journal en mars 2015, on est une sorte de prostituée, le job c'est de séduire. Donc Tanguy est même pas allé aussi loin que Macron lui-même. Hein. Ensuite, on a une citation connue d'Alain Minc dans Rothschild, le pouvoir d'un nom, qui est passé sur France 2 en décembre 2016, où il dit « J'ai dit à David de Rothschild, il faut le prendre à tout prix. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut, en plus, être charmant, parce que c'est quand même un métier de pute. Ce sont les qualités d'un banquier d'affaires, et il les avait toutes. » Voilà. François Henrot, dans Macron, la stratégie du météore, a loué la capacité, justement, la capacité de Macron à manipuler l'opinion. Voilà. Et on a aussi des citations de Julien Drey dans le livre d'Anne Fulda qui s'appelle Un jeune homme si parfait. Celui que Julien Drey surnomma en riant le dragueur de vieux, a visiblement un talent particulier pour charmer ses aînés. Emmanuel témoigne un ami de l'ENA, ouvrez les guillemets, c'est toujours appuyé sur des gens de génération au-dessus. Il se produit quelque chose du registre de la cure de jouvence pour eux. Ils aiment être courtisés par un jeune ambitieux. C'est un processus de séduction assez impressionnant. Emmanuel a besoin qu'autour de lui, l'œil frétille, s'allume, lui séduit, utilise, puis jette. Alors, on a un autre témoignage qui est le témoignage de Peter Brabeck, qui est le patron de Nestlé, avec qui Emmanuel Macron a fait le fameux deal Nestlé-Pfizer. Emmanuel Macron vous regardez dans les yeux comme si sa vie entière s'était écoulée dans le seul objectif de permettre cette conversation avec vous. On sent que Peter Brabeck a été séduit. Donc voilà. Donc LCI ment en disant que c'est pas sourcé. Tous le disent, c'est-à-dire Minc, François Henrot, c'est-à-dire les lieutenants de David de Rothschild, Julien Drey, Peter Brabeck, enfin, tous confirment intégralement les propos de Jean-Philippe Tanguy, mais Jean-Philippe Tanguy, lui, comme petit député RN de la mouvance homo-souverainiste, il a pas visiblement pas le droit de le dire. Et alors là, je note un fait intéressant, c'est que après cette sortie-là, qui était un morceau de bravoure, si on veut, Alain Soral a reçu une assignation,
il me semble, pour diffamation de Jean-Philippe Tanguy, pour une émission datée de 2019, où Alain Soral, dans une conversation avec moi, l'aurait outé, comme s'il était possible d'outer Jean-Philippe Tanguy, quoi. Enfin, ça n'a plus aucun sens. Donc en même temps, voilà, on a toujours D'ailleurs, il l'a dit ensuite sur France Info, non, je suis pas antisémite. La preuve, j'ai attaqué Soral. Donc voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc c'est pour ça que je disais que si l'opposition peut être contrôlée par la peur, là on a deux cas de types qui ont des morceaux de bravoure et puis qui ensuite, au bout d'un moment, sentent que la pression monte d'un coup. Et là, l'opposition est contrôlée effectivement par la peur. Donc ça, c'est un facteur clé de contrôle de l'opposition. Donc ce que vous nous dites, Xavier, c'est que tout est sur la table, mais effectivement l'opposition contrôlée se définit parce que c'est celle qui ne dit pas les choses, qui n'explique pas les choses, qui ne nomme pas le pouvoir, qui ne l'identifie pas pour ce qu'il est réellement. Alors se pose la question, vous l'avez déjà abordé tout à l'heure avec le cas de Berkoff, mais se pose la question effectivement du rôle des médias, du rôle de la communication. Alors dans ce dispositif médiatique d'opposition contrôlée, donc vous avez parlé de Berkoff, mais en 2023, qui pourrait-on citer d'autres comme figure éminente de cette opposition contrôlée ? Il est évident que quand on est le pouvoir et qu'une vérité telle que l'ont énoncé Giraud ou Tanguy est en fait la seule vérité qui ne peut pas être dite. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une vérité qui ne peut pas être dite et pourtant c'est une vérité avec des médiations hyper simples et hyper faciles à comprendre. C'est-à-dire tout est dit et donc il faut que jamais que ce soit dit. Donc on allume des feux, des contre-feux et surtout on va faire animer alors pour les journalistes, effectivement, au niveau intellectuel, c'est pour ça que la grande émission de débat intellectuel de France Culture va être animée effectivement par Alain Finkielkraut pour que ça ne soit jamais dit. Je rappelle par exemple que c'est le cousin de David de Rothschild, Eric, qui a financé l'épée d'académicien d'Alain Finkielkraut, voilà, où est la main qui est la main qui donne et au-dessus de la main qui reçoit, pour revenir à Napoléon, et à Bernard Arnault d'ailleurs, puisque effectivement David de Rothschild serait la main qui donne et Bernard Arnault la main qui reçoit. Faut pas confondre le chef d'entreprise et son banquier. Et effectivement, on va avoir un talk show par exemple qui est celui de Cyril Hanouna, clairement, et on se rend compte que Cyril Hanouna est un membre éminent de la communauté organisée, puisqu'en fait il en est un pur produit de par son parcours, de par son ascension, et il ne s'en cache pas d'ailleurs. C'est lui qui anime, par exemple, qui va être le parrain de levée de fonds, type ami de Meher Panim, Tzedaka, etc. Donc voilà, tout ce système est imbriqué. Par exemple, la Tzedaka, faut bien comprendre ce que c'est que la Tzedaka, c'est la Tzedaka du Fonds social. Donc c'est la levée de fonds interne à la communauté organisée, c'est-à-dire cette organisation politique qu'on a décrit dans le passage sur David de Rothschild. Or, donc il va être l'animateur de ces levées de fonds. Quand on regarde des programmes des levées de fonds, donc qui sont organisés par le Fonds social, c'est une organisation dont les statuts ont été rédigés par Jacques Attali et Robert Badinter. Donc on n'est pas sur des personnalités, je dirais, marginales dans la vie politique française. D'accord. Quand on regarde le programme des appels unifiés, c'est-à-dire des levées de fonds internes à la communauté organisée, on va tomber sur des gens comme Pierre Moscovici, aujourd'hui président de la Cour des comptes. On va tomber sur des gens comme Jean-Louis Debré, qui a été président du Conseil constitutionnel, Nicolas Sarkozy, qui a été président de la République. Évidemment, publiquement, tous sont des turiféraires de la laïcité républicaine. Vous voyez ? Et donc, en fait, vous avez comme ça cet organigramme parallèle, si vous voulez, qui est même pas un État dans l'État, puisqu'en fait c'est vraiment un organigramme parallèle. Et ça ne doit jamais être dit. Et donc pour que ce soit jamais dit, d'ailleurs quand Francis Lalanne commence à faire le malin en citant des termes juifs, on voit que Cyril Hanouna est extrêmement gêné, alors que Cyril Hanouna il connaît tout à ces termes-là. C'est-à-dire qu'en fait c'est sa véritable langue. Et en fait, là, Francis Lalanne, presque, il en fait trop. Vous voyez ? Donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut simplement que la vérité radicale, simple, les médiations simples, évidentes du pouvoir tel qu'il s'exprime via, précisément, le Young Global Leader, ne puisse jamais être exprimé. Par contre, on va pouvoir, effectivement, aller sur le narratif
je dirais, cognitivement intenable. Là, vous allez pouvoir avoir une critique, mais il faudra jamais que cette critique aille au bout, aille au bout et remonte jusqu'aux dernières médiations. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des dispositifs d'opposition contrôlée, et parce qu'effectivement, le pouvoir est dans cette phase à la fois de rétractation et de radicalisation. Oui, puis sur Cyril Hanouna, il est en connexion directe avec la Macronie, puisqu'on sait il se vante d'avoir le numéro de Brigitte Macron, d'Emmanuel Macron, de communiquer Ah oui, de Michel Marchand, etc. très régulièrement avec Voilà. Marlène Schiappa aussi. Oui, oui, voilà. Non, non, mais c'est évident. Il y a que la presse, il y a que la presse de gauche qui s'imagine que Cyril Hanouna est le Fourier du catholicisme traditionnaliste de Bolloré. Enfin, ça, c'est une légende. Ça, eux pour le coup, c'est des idiots utiles. Hein. Eux pour le coup, c'est des idiots utiles. Michel Marchand qui serait, selon lui, sa seconde maman. Bref, Xavier, ce pouvoir macronien, justement, abrite en son sein, si je puis dire, un non-dit, un tabou dont tout le monde, finalement, a intégré en France que c'était la limite à ne pas franchir, un tabou que vous connaissez bien, puisque vous avez enquêté dessus. Et ce tabou s'incarne pas particulièrement en la personne, entre guillemets aussi, de Brigitte Macron. Hein, je fais référence à sa généalogie. Alors cette affaire Brigitte Macron, Xavier, que nous dit-elle justement de l'opposition contrôlée française? Alors ça, oui, l'affaire Brigitte Macron est très intéressante sur plusieurs points. Alors d'abord, je me suis demandé, parce que je me suis beaucoup intéressé à un concept qui s'appelle l'infiltration cognitive, et qui est un concept qui a été créé par Cass Sunstein, qui est un universitaire américain qui a été membre de l'administration Obama. Universitaire américain, membre de l'administration Obama. Cass Sunstein, c'est un nom à retenir, et qui a créé ce concept d'infiltration cognitive qui explique que pour lutter contre les théories du complot, il faut en inventer d'autres encore plus absurdes. Et en fait, cette théorie a été mise en pratique à l'occasion d'une affaire qui a visé en fait à discréditer les milieux conspirationnistes, si on veut, qui est l'affaire de Sandy Hook, dans laquelle a été condamné, je crois, une amende de plus d'1 milliard, Alec Jones, qui en fait a consisté, avec de la désinformation sur Internet, à alimenter l'idée que la tuerie de Sandy Hook n'avait pas existé, et que, si j'ai bien compris, les parents des enfants qui étaient interviewés à la télé après la tuerie étaient en fait des acteurs. Et donc, en fait, ça a été de créer une théorie du complot tellement énorme pour ridiculiser, si on veut, les chercheurs de vérité, etc., etc. Bon, j'ai bien étudié ce cas-là, et honnêtement, il n'y a rien qui permet de dire que l'affaire Brigitte soit une opération d'infiltration cognitive. Pourquoi? Parce que dans l'opération d'infiltration cognitive, justement, on autorise, on laisse le contenu euh, se propager. C'est ça le principe de l'infiltration cognitive. Et même, en fait, par des trolls, on va en remettre des louches. Or là, sur l'affaire Brigitte, force est de constater que c'est exactement l'inverse, puisque Daniel Schneiderman a bien noté que Twitter France avait supprimé le hashtag Jean-Michel Trogneux. On a bien vu que Morad El Hattab, qui avait fait une petite vidéo sur YouTube pour faire un écho à l'affaire et puis apporter une information qu'il avait lui, qui était effectivement que Brigitte Macron était censée avoir fait ses études à Alger. Or, la seule personne qu'on avait retrouvée à Alger pendant ses études, c'était effectivement Jean-Michel Trogneux. Bah, cette vidéo a eu un démarrage en trombe, a fait 250 000 vues sur les premières 24 heures, et elle a été immédiatement supprimée par YouTube. Donc là, on n'est pas du tout, on est plutôt sur une stratégie d'étouffement, ce qui prouve que il y a bien un problème. Et là, effectivement, moi j'ai découvert en fait, bon, en même temps, ça m'étonnait pas tellement. Je vais pas je mentirais si je disais que j'étais surpris, mais je me suis pris dans la gueule l'alliance de la droite la plus bête du monde, c'est-à-dire le débunker de Valeurs Actuelles, avec la gauche la plus sectaire du monde, de Blast, de l'inénarrable Denis Robert, qui avait déjà offert le scalp, je dirais, de Chouard au pouvoir au moment des Gilets jaunes, en montant un piège sur la question de l'existence des chambres à gaz hitlériennes, qui est une question qui est forcément un piège, puisque si vous y répondez,
pas dans le bon sens. Pour le coup, c'est plus un dérapage, c'est un délit et vous êtes condamné. Donc c'était vraiment c'était dégueulasse de la part de Blast. Et en fait, ces deux débunkages qui se complètent, puisqu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que Denis Robert a repris le débunkage de Valeurs Actuelles, qui avait été publié sur les réseaux sociaux et ce débunkage a convaincu personne et je vais même aller plus loin. C'est un débunkage qui fait passer le dossier d'une série de questions légitimes que je me suis posé et que j'ai posées comme telles, d'ailleurs, qui ont été ensuite posées sur TF1 et RTL. Euh, donc, c'est questions légitimes à un faisceau d'indices graves et concordants, puisque n'importe qui voit le débunkage de Blas. Moi, j'ai des journalistes mainstream qui me contactent, qui me disent bon, je sais pas quoi vous dire. Moi, j'ai lu votre dossier, j'ai lu le débunkage de Blast. Bon, eux, voilà, ils se disent voilà, il y a un problème. Et d'ailleurs, cette impression de problème, c'est comment dirais-je, ce problème s'est révélé avec le procès Natacha Ray, Amandine Roy, puisqu'en fait, elles ont été condamnées pour diffamation, mais pas par Brigitte Macron, pas par d'autres personnages qui sont les Rousières, dans un dossier connexe de l'affaire, puisqu'en fait, là, pour le coup, l'Élysée a fait la vraie stratégie de l'Élysée sur l'affaire, ça a été le théorème Pasqua, qui est un truc apocryphe, mais qui est complètement fonctionnel, qui est de créer une affaire dans l'affaire, et une autre affaire dans la deuxième affaire, et une troisième affaire dans la troisième affaire. À la fin, plus personne n'y comprend rien. Bon, alors que c'est quand même pas compliqué de comprendre deux choses, c'est qu'on a une biographie officielle de Brigitte Macron qui est écrite pour faire disparaître un frère, donc il y a un frère fantôme qu'on a sciemment fait disparaître en créant des embrouilles, en créant des embrouilles biographiques sur chaque personnage de la famille, pour que pendant qu'on essaye de démêler tout ça, on pense jamais à le retrouver. C'est un peu comme quand votre appartement a été cambriolé, c'est le bordel, vous êtes obligé de ranger pour comprendre ce qu'on vous a volé. Et quand on range tout, bah, il semble qu'en fait, dans la biographie officielle, le point central, c'était de faire disparaître Jean-Michel Trogneux. Et ensuite, il y a donc ça, c'est une info, hein, ça, c'est une info factuelle. La biographie officielle de Brigitte Macron a été écrite pour faire disparaître Jean-Michel Trogneux. Et deuxième info factuelle, quand on regarde les images presse disponibles sur Brigitte Macron, et tous les journalistes de Paris le savent, puisque eux sont amenés à illustrer leurs articles, et ben on voit qu'il y a un trou, c'est-à-dire qu'on n'a pas de photos clairement identifiables de Brigitte Macron avant, je dirais, le milieu des années 80, entre le milieu, avant, ouais, début des années 90, milieu des années 80, milieu. Donc on a un trou dans la biographie. Vous avez ces deux informations, et quand vous mettez en parallèle la photographie du Jean-Michel Trogneux, la seule photographie qui existe, qui est la fameuse photo de famille, et la photo de Brigitte Macron, et que vous faites un assemblage photo et que vous posez la question comme je l'ai fait, pourquoi Brigitte rechigne-t-elle à s'épancher sur son passé? A-t-elle peur d'en voir ressurgir Jean-Michel, ce jeune garçon aux attaches fines et au cœur perturbé? Et ben bon, on m'a fermé mes comptes en banque, on a fouillé toute ma vie, on m'a collé des procédures dans des affaires qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec l'affaire. On m'a fouillé l'administration, fait les documents, on a trouvé un bug, on m'a bloqué des envois de numéros pour un bug qui existait depuis 2018, quoi. Donc en fait, vraiment, on a épluché ma vie. Bon, moi, j'écris, fait les documents, j'ai une vie de moins de copiste, donc il y a pas de grand secret. Mais voilà, donc c'est pour vous dire on vous pourrit la vie et vous vous prenez dans la gueule toute la mauvaise foi, tout le système, avec en plus des trucs débiles du genre le concept de la preuve. Oui, mais il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve. Enfin, je veux dire, déjà, quand il y a la preuve, ça sert à rien. Je parlais tout à l'heure de Victoria Nuland sur l'affaire ukrainienne. Bon, bah, il y a le coup de téléphone où elle dit clairement, le Maïdan, c'est nous, c'est un coup d'État, et on a fait ça pour enculer l'UE. Bon, voilà. Donc là, il n'y a plus de narratif ukrainien. Il y a la preuve. L'enregistrement de Victoria Nuland est connu depuis le 2014. Il a été publié même sur le site du Nouvel Observateur. Enfin voilà, donc il y a la preuve. Ça change rien. Sur l'affaire Hunter Biden, il y a combien de preuves? Il y a un disque dur entier de preuves. Il y a des milliers de preuves. Bah, l'affaire a quand même été étouffée.
Donc en fait, la preuve, déjà, ça change rien. Et ensuite, la reine de la preuve, à part si on a effectivement une fuite, c'est-à-dire un piratage, mais moi, j'ai pas les moyens de faire un piratage. Peut-être que si des gens sont intéressés par le dossier et ont envie de faire un piratage, sachant qu'un piratage, c'est souvent aussi un fait étatique, hein. Bah, peut-être que des gens liront le dossier, cibleront des individus, auront envie de faire un piratage. Mais ça, c'est pas de mon fait. Et puis sinon, la preuve, la reine de la preuve, c'est l'aveu. Moi, je suis pas gardien à Guantanamo ou gardien d'une prison du Moyen-Orient. Donc voilà, je suis journaliste. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'affaire Brigitte. Et puis alors effectivement, il y a des là il y a il y a des faux concepts qui vont donc le faux concept de la preuve, il y a aussi le faux concept de la vie privée. C'est-à-dire que ce serait une affaire qui relèverait de la vie privée du couple présidentiel. Enfin là, on se fout de la gueule du monde. C'est-à-dire que faut quand même comprendre que la vie privée est surdéterminante sur la vie publique à ce niveau-là. Il y a même sans être à ce niveau-là, c'est le personnage de Wolf dans Tintin sur la Lune. Le personnage de Wolf, il y a toujours des leviers. Lui, le levier sur lequel le service étranger a joué, c'est l'argent. Il n'y a pas mille leviers. C'est les femmes, l'argent, le sexe, etc. Donc il est évident que la vie privée, c'est comme quelqu'un qui dirait Bill Gates, on peut le critiquer sur le vaccin, mais on peut pas le critiquer sur Epstein. Parce que Epstein, c'est sa vie privée. Ben non, c'est quand on s'y intéresse, il y a un rapport de cause à effet entre les deux. Donc la vie privée, qui est vraiment un faux concept, et en plus il y a une vraie dégradation. Ça, c'est là où je veux en venir, que peu de Français perçoivent, c'est qu'il y a une vraie dégradation du fait des non-réponses apportées à l'Élysée à cette rumeur, aujourd'hui une rumeur, je dirais, mondiale. Il y a une dégradation de l'image de la France dans le monde. Je vais raconter une anecdote personnelle. J'étais, il y a quelques mois, m'appelle un contact qui travaille dans ce qu'on appelle la diplomatie parallèle. La diplomatie parallèle, c'est ces intermédiaires qui vont intervenir en marge et en amont de ce qu'on appelle les grands contrats. Les grands contrats énergétiques d'armement qui vont mobiliser le banc, l'arrière-ban de Bercy, du ministère de la Défense, du Quai d'Orsay, etc. Le grand contrat, si vous voulez, à la télé, c'est quand vous voyez il y a une visite officielle d'un chef d'État dans un autre pays et qu'il se met à signer, que les appareils photo crépitent, et là, il a signé le grand contrat. Donc en général, le grand contrat, ça fait des dizaines de milliards et ça va aussi acter la présence de la France dans un pays, euh, au moins dans un pays, sinon dans une région du monde. Et d'ailleurs, en fait, le travail de Macron, faut pas, faut pas se leurrer. Le travail de Macron, le travail d'un président de la République, c'est les grands contrats. Voilà. Et donc ce type était à l'étranger dans le cadre de négociations d'un grand contrat, et il m'appelle un peu désarçonné. Il me dit, mais tu sais, la partie étrangère me demande qu'est-ce qu'il en est en France de Brigitte. Donc moi, je lui ai répondu que je peux répondre, c'est-à-dire bon bah il y a une rumeur qui est née sur des problèmes biographiques, la biographie du couple présidentiel, voilà. Je peux rien répondre de plus. Mais surtout ce que ça révèle, c'est-à-dire que les types ils se demandent mais avec qui on va signer, avec qui on va signer. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est pas parce que je vois le démocrate, il dit mais si Brigitte n'a pas envie de montrer de photos d'elle, ça la regarde, c'est de la vie privée. Parce qu'il y a toujours aussi, quand je parlais de la lâcheté, il y a aussi deux phénomènes de lâcheté qui contrôlent l'opposition. C'est vrai que vous avez la lâcheté de gauche qui va se faire un effet de vase communicant parce que personne se dit je suis lâche. T'as déjà vu un type qui arrive qui dit ah bah moi je suis un gros lâche. Non, ça n'existe pas. Donc le lâche de gauche, il va faire un effet de vase communicant sur la morale, puisque la gauche est morale. Et donc ça va être et ça j'ai entendu dans des rédactions parisiennes de gauche. Ça veut dire c'est un homme et alors. C'est un homme et alors, on en est là. Donc c'est un homme et alors, donc c'est son droit quelque part. Donc voilà, donc ça c'est lâcheté de gauche morale et la lâcheté de droite. Oh mais c'est une histoire de corps le cul, c'est une histoire de corps le cul, s'en prendre à sa femme, enfin avec courtoisie. Donc c'est le sérieux. Donc la gauche est morale, la droite est sérieuse, et en fait c'est comme ça que la lâcheté se fait des effets de vase communicants, et c'est comme ça que l'opposition s'autocontrôle aussi. Faut bien voir ça. Alors que je le dis, il y a une vraie dégradation de l'image de la France dans le monde. On voit aussi des citations d'Erdogan sur Emmanuel Macron expliquant que Macron n'est pas qualifié pour diriger la France. On voit des citations de
d'officiels russes, pas seulement, hein. Et d'ailleurs, je note que plusieurs fois, la première chaîne d'infos russe a relayé l'affaire Brigitte Jean-Michel Trogneux. Jamais ces images, d'ailleurs en les associant au dossier Trump, hein, ils sont allés quand même loin les Russes, c'est-à-dire devançant Trump, les Français, etc., suspectaient déjà Brigitte d'être transgenre et de s'appeler Jean-Michel Trogneux, devançant Trump. Et je note que LCI, aucune chaîne de télé qui passe leur vie à couper 2 minutes de la télé russe, et en plus des mêmes émissions où ça a été relayé, ne l'ont pas fait. On se demande pourquoi. C'était l'occasion de striker les Soraliens, l'extrême droite, les complotistes, les antivax, les pro-russes. Enfin, vous pouvez mettre tous les anathèmes dans le package là. Donc, et visiblement, c'est pas débunkable. Donc voilà, il y a un vrai problème. Et je note à travers le cas Brigitte Macron, que ceux qui abordent ce sujet-là sont immédiatement traînés dans la boue. Je vais prendre un exemple qui peut paraître, on ne pense pas que ça peut venir d'ici, mais Anne Hidalgo, pendant la campagne présidentielle, donne une interview, il me semble à Closer, je crois, où elle dit « Moi, j'aurais pas pu tomber amoureuse d'un adolescent ». Immédiatement, Julien Drey débarque et lui demande de s'excuser. Elle s'excuse. Éric Véragueux, qui est un haut fonctionnaire, administrateur civil, animateur du courrier des stratèges, lui a juste fait il couvre l'affaire, c'est-à-dire il couvre l'actualité Brigitte sur un angle, comment dirais-je, sous un angle ironique, critique. C'est-à-dire qu'il franchit aucune ligne. C'est juste, il couvre, il fait une contre-couverture de l'opération Brigitte Macron, qui quand même a officialisé son rôle politique ces derniers mois avec la couverture du Parisien. Il y a eu un grand papier dans Le Monde, etc. Donc elle a officialisé, et encore un papier d'ailleurs dans Le Point, où on nous a refait le coup des entourages, et on y viendra, où en fait on nous a mis des figures de la communauté homosexuelle parisienne, type Pascal Ouzelot, etc., enfin, très très identifiés et très marqués dans la communauté homosexuelle parisienne, et ils nous ont mis au milieu de l'entourage Catherine Fro et Lucchini. Or, Lucchini et Catherine Fro sont pas proches de Brigitte. En fait, ils ont juste comme caractéristique d'être à l'affiche d'un film sur un homme politique qui découvre que sa femme est transsexuelle. Voilà. Donc en fait, c'est comme ça aussi que ça fonctionne, le foutage de gueule. C'est-à-dire que en subliminal, il confirme l'information, et en même temps, c'est interdit de la formuler. Voilà, exactement comme quand Brigitte nous dit que son film préféré, c'est Certains l'aiment chaud, etc. Mais c'est interdit, nous, de poser la question, alors que eux, de façon subliminale, nous le disent. Je vais un autre cas intéressant, c'est Vincent Hervouet dans l'émission CNews de CNews chez Pascal Pro, qui dit justement, quand Brigitte Macron officialise son rôle politique, dit ah bah si elle officialise son rôle politique, alors il y va en plus très très en rondeur, un peu ironique, exactement comme Véragueux, hein, un peu ironique, disons taquin, taquin, pas plus que taquin. Il dit si elle officialise son rôle politique, on va pouvoir commencer à s'intéresser à son passé. Genre, dans les jours qui suivent, Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture, qui est un produit de Brigitte Macron, débarque chez Léa Salamé sur France Inter, hein, Rima Abdul-Malak chez Léa Salamé sur France Inter, pour demander au CSA la peau de CNews. Étaient évidemment visés les propos de Vincent Hervouet sur Brigitte Macron. Et dernier exemple, Roselyne Bachelot, qui balance le fameux épisode de la flèche de Notre-Dame qui aurait été reconstruit comme un phallus avec des boules en or en dessous dans son livre. Donc en fait, ça veut dire quoi? C'est un livre de ce type d'homme politique. C'est enregistré sur magnétophone, le nègre a recopié, elle a sans doute relu. Enfin, c'est de la fiction, et j'imagine comment ça se passe. Elle a relu, l'éditeur a relu, et en fait, le journaliste de RTL qui doit l'interroger le jour de la sortie du livre, lit le livre la veille au soir, et il trouve le passage vraiment significatif, quoi, marquant. Il prend la photo avec son smartphone, il le met sur Twitter, ça fait un buzz. Et là, vous avez les fact-checkers qui vont demander à Roselyne Bachelot, et donc Roselyne Bachelot, évidemment, va
va un peu faire machine arrière. Enfin, le mal est fait, c'est bon, tout le monde a compris. Mais le fact-checker est tout content de faire un article. Non, Brigitte Macron ne voulait pas mettre un phallus à la place de la flèche de Notre-Dame. Gna, 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 gna. Donc là, on a encore ce fonctionnement un peu laid. Et donc d'abord, c'est très intéressant que ce soit venu de Roselyne Bachelot. C'est pareil, on peut faire une petite parenthèse biographique comme on avait fait sur Giraud ou sur Jean-Philippe Tanguy, parce que Roselyne Bachelot, ça a été, je dirais, le cheval de Troie des milieux homosexuels militants, parce qu'il y a toujours eu des homosexuels à droite. D'ailleurs, les homosexuels sont de droite, comme tout est inversé. En fait, l'homosexualité c'est de droite, et enfin bon, et aujourd'hui, l'homosexualité c'est assimilé à du progressisme. Enfin, tout est faux. Voilà, tout est faux. Mais bon, c'est comme ça. Donc, c'est elle qui a fait venir les homosexuels militants à droite. C'était les premiers RPR qui participaient à la Gay Pride, etc., pour des raisons qui sont personnelles, parce que son fils est homosexuel. Et d'ailleurs, il faut voir Roselyne Bachelot. Elle a vraiment un côté, tu sais, c'est Catherine dans le sketch de Sylvie Joly, qui est un peu un sketch gay, un sketch culte, précisément dans la communauté homosexuelle, puisque c'est la quintessence, Catherine de Sylvie Joly, c'est la quintessence de la mère APD. Donc voilà, donc c'est quand même intéressant que ça vienne de Roselyne Bachelot. Ça veut dire que elle est dépassée par quelque part, elle est dépassée par ce qu'elle a créé. Et on va voir dans les semaines qui suivent, donc après qu'elle se soit fait taper sur les doigts, Roselyne Bachelot aller défendre Pierre Palmade sur BFM. Une défense complètement hallucinante de Pierre Palmade. Et c'est là où on voit la perversité du système. Brigitte va faire un communiqué via la presse People en expliquant qu'elle a été scandalisée par les propos de Bachelot exonérant Pierre Palmade, expliquant et revenant encore sur un des épisodes de sa biographie, en expliquant que sa sœur, précisément, était morte dans un accident de voiture. Ce qui est un épisode qui n'a rien à voir, puisque là, enfin, sa sœur, elle sortait pas d'une soirée chemsex, que je sache. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Mais en tout cas, Brigitte va aller attaquer Bachelot sur Palmade. Donc là, on a toute la perversité du couple présidentiel à l'œuvre. Bien, on a évoqué les médias, la presse, quid de l'opposition politique? Alors là, je pense au RN et à la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, le RN de Marine Le Pen et à la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'on retrouve les tentacules du pouvoir jusque dans ces partis, Xavier? Alors, déjà, il y a plusieurs choses. On voit que Macron agite ça. Comment il agite ça? En faisant planer la menace de dissolution. Et la menace de dissolution, ça veut dire que potentiellement, s'il perd législative, potentiellement, il y aura un Premier ministre d'un autre parti. Et donc, on voit que ça, c'est le meilleur moyen pour foutre la merde, parce que ça fait monter les ambitions au RN chez Bardella, qui on voit bien essayer de se démarquer avec une stratégie Mélanie. Mais pourquoi il essaie de se démarquer maintenant? Parce qu'il se dit, s'il y a dissolution et que Marine a dit que elle était pas faite pour être Premier ministre, bah, ce serait moi le Premier ministre, donc il faut que je me mélonise. Donc, on voit très bien comment ça fonctionne. D'ailleurs, c'est assez marrant. Là, c'est un petit kéros, mais que la similitude physique entre Bardella et Jacques Chirac. Et quand on physique et même corporelle, enfin c'est très très impressionnant. Et quand on se rappelle la haine de Le Pen pour Chirac, enfin je suis même étonné qu'aucun journal ayant fait le portrait de Bardella n'ait pensé à cet angle-là. C'est vraiment un Chirac chez les Le Pen. Il y a vraiment une dimension chiracienne chez Bardella qui est très importante. Mais au niveau du RN, je te parlais, si tu veux, du personnage de Pascal Ouzelot, qui est très proche du couple Macron, qui est le patron de Pink TV, qui est une personnalité relativement peu connue du grand public et qui est vraiment une personnalité centrale du milieu gay parisien, ancien du Palace, passé par TF1. On a fait son portrait dans Fait Documents. La plupart des individus cités au cours de cette émission ont eu leur portrait dans Fait Documents. Donc, si l'angle biographique et les petits secrets du tout Paris vous intéressent, évidemment, vous pouvez aller sur notre site, vous regardez la liste des portraits parus, vous faites votre petit marché.
Voilà. Et donc Pascal Louzo, c'est vraiment un personnage important et qui a été mouillé principalement dans un scandale qui s'appelle l'affaire numéro 23, qui était une chaîne qui lui avait été attribuée gratuitement par le CSA et qu'il avait revendu 80 millions à Patrick Drahi. Et là, il réclame encore 20 millions au CSH qui s'appelle maintenant l'ARCOM. Donc c'est un personnel central Louzelot, donc très proche du couple Macron, et qui est à la fois très proche d'un autre personnage d'influence. Et je parlais de Roselyne Bachelot tout à l'heure, et sans doute avec Roselyne Bachelot a-t-il joué ce rôle de faire venir l'homosexualité militante à droite, c'est Sébastien Chenu. Et Sébastien Chenu, c'est un type, d'abord, quand on l'écoute à la radio, faut reconnaître, quand on le voit dans les médias, etc., il est très bon. C'est-à-dire que c'est un vrai professionnel. Et on voit que sur le congrès, par exemple, il n'a pas du tout pris parti, il n'est pas du tout rentré dans les embrouilles de parti entre Louis Alliot et Jordan Bardella, il s'est tenu bien en retrait, mais on voit qu'au terme du congrès, il est absolument dans toutes les instances du parti. La commission d'investiture, bureau national, bureau politique, etc. Il est dans toutes les instances du parti, il est vice-président de l'Assemblée nationale, il a pris la présidence du groupe France-Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis, c'est hyper important, et c'est vraiment le super lieutenant de marine. Or, il se trouve que ce Sébastien Chenu est copain comme cochon avec Ouzelot. C'est-à-dire que, en fait, il y a une feuille de papier à cigarette qui s'appelle Ouzelot, quoi, si on veut, entre Marine et le couple présidentiel. Alors, moi, ça m'intrigue. Alors, j'accuse Sébastien Chenu de rien du tout. Je signale juste que les réseaux, voilà, que les réseaux sont faits de telle sorte qu'on peut trouver ce genre de configuration intéressante, et je me demande quel est le rôle réel de Sébastien Chenu. D'ailleurs, Le Monde a fait son portrait en expliquant que c'était impossible de savoir ce qu'il pense vraiment. Voilà, il y avait une phrase comme ça. C'est pareil, Sébastien Chenu, on a fait un très très gros portrait de Sébastien Chenu parce que c'est très intéressant. Avec Roselyne Bachelot, c'est l'arrivée des réseaux homosexuels militants à droite, puisqu'avant il y avait toujours eu de l'homosexualité à droite, hein, depuis toujours même. Mais avant, si vous voulez, si vous étiez, d'ailleurs en fait, les homosexuels militants ont toujours, on pense que le outing, ça vient des homophobes. Le outing, ça vient pas des homophobes. Le outing, pour l'essentiel, vient des milieux homosexuels militants qui out ce qu'on appelle des honteuses, qui ne se conforment pas à l'agenda LGBT. Je rappelle des exemples, c'est-à-dire toutes les allusions sur Joël Le Teul au moment de l'affaire Fillon, hein, qui était vraiment, c'était ordurier. Il y a eu le outing sauvage de Renaud Donadieu de Vabre, qui était ministre de la Culture. Je crois que c'est parce qu'il s'opposait, il me semble, hein, si je me souviens bien, c'était à l'époque du Pax. Et on pourrait aussi citer Florian Philippot, qui a été outé en une de Closer. Ah, ça choque personne. Vous voyez? Parce que eux, vous voyez, ça choque personne. Et là, j'ai encore vu Tétu faire un article en nous expliquant que 25% des députés du groupe RN à l'Assemblée étaient homosexuels. Donc ça veut dire que là, on comprend que Tétu, en fait, fait des fiches, c'est-à-dire qu'avec le stabilo, quoi. Ils font des fiches, ils font des listes. Et après, donc évidemment, c'est nous qui sommes accusés de faire des listes, etc. Alors que c'est toujours dans ces réseaux-là, ce sont ceux qui accusent les autres de faire des listes qui les font eux-mêmes. Donc, comme ça, Tétu nous apprend que 25% des députés du Rassemblement national sont homosexuels. Donc voilà, au niveau du RN, bon, évidemment, il y a une dimension sur les finances, hein, du parti Rassemblement national. Il y a aussi une dimension au niveau du courage politique, puisque là, on voit très bien que Marine Le Pen avait tous les arguments pour contester les élections présidentielles de 2022, avec effectivement les chiffres qui étaient annoncés à la télé. Alors après, ils ont dit que c'est un bug du ministère de l'Intérieur, mais enfin, c'est un bug informatique. Enfin, alors c'est l'informatique est pas fiable, il faut nous expliquer. Et puis surtout, une anomalie statistique, c'est-à-dire que je vois pas comment elle peut faire 60%, 70% en Martinique, 60% en Guadeloupe, 60% en Guyane, enfin grosso modo 65% dans les dom-toms, et perdre au niveau national. Je veux dire, ça existe la statistique. Si on vient 20 ans en arrière et je raconte à un type, bah, tu sais qu'un jour Le Pen à 70% en Martinique, mais perdra l'élection présidentielle. Le type, il me rayonnait. Donc, soit
Donc si soit la statistique marche pas, enfin la statistique ça existe, hein. C'est pas voilà. Mais on voit que Trump lui a osé aller sur la contestation avec effectivement une marginalisation médiatique puisqu'il est plus invité dans les médias, une marginalisation sur les réseaux sociaux, une diabolisation suprême, etc. Donc bon, il est évident que Marine est pas du tout prête à aller jusque-là. Donc il y a aussi le facteur effectivement de la peur comme contrôleur de l'opposition, et puis effectivement des personnages qui intriguent comme effectivement Sébastien Chenu. Au niveau de chez Mélenchon, on voit très bien ce qui s'est passé pendant la présidentielle, c'est-à-dire qu'en fait, comment dirais-je, Mélenchon a tenté le tout pour le tout. C'est-à-dire il a laissé ses idées qui sont les siennes derrière lui, c'est-à-dire en fait sa ligne de 2017 qui était une ligne nationale républicaine, laïque, et je dirais souverainiste non aligné, qui est, je pense, profondément sa ligne. Et en fait, il a fait un virage purement tactique, qui est de dire je vais faire le plein. En fait, il a poussé jusqu'au bout la logique Terra Nova. Je vais faire le plein dans les banlieues et dans les centres-villes bobos, et peut-être qu'avec ça, je peux jouer le tout pour le tout et leur faire la nique. Parce que Mélenchon est quand même un vrai vicieux. Et malgré tout, le système l'a identifié ça. Et en plus, bon, Mélenchon, disons, a osé quelques saillies sur la question juive, qui généralement est assez rédhibitoire. Et donc on voit bien que là, en parallèle à une diabolisation de Mélenchon, hein, je veux dire, il faut voir comment est traité. D'ailleurs, dans Le Point, il y a un concept, c'est le péno-mélenchonisme. Voilà. Je sais pas pourquoi d'où ça sort, mais enfin bon, voilà. Donc Mélenchon est diabolisé, et on voit bien qu'en parallèle, Ruffin est complètement monté. Alors là, on a fait un dossier euh, je pense, très complet sur François Ruffin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait, dans sa personnalité, il y a toujours une velléité de se rebeller, et en même temps, il se couche toujours. Et après, donc ça, c'est un trait de personnalité. En plus, il a je dirais une instabilité psychologique profonde. Ça, le système aime bien, en fait, les individus qui sont relativement isolés et qui sont instables psychologiquement. Là, on revient sur la fabrique du Young Global Leader. Hein, ça, je dis pas que Ruffin est un Young Global Leader, mais je dis que ce trait-là de sa personnalité, c'est-à-dire son côté isolé et son côté instable psychologiquement, plaît au système. Et et pour aller plus loin, il y a effectivement une histoire bizarre autour de l'espionnage de Ruffin, pour faire simple, de ce que LVMH et potentiellement Macron via LVMH ait fait espionner Ruffin pour savoir ce que Ruffin avait vraisemblablement sur Macron, puisque Macron et Ruffin ont grandi dans le même quartier, que la sœur de Ruffin a été toute sa scolarité dans la classe de Macron, qu'elle a eu Brigitte comme prof, etc., etc. Est-ce que l'espionnage soi-disant diligenté par LVMH avait pas pour but, d'ailleurs même Mediapart ou l'Obs qui ont traité l'affaire l'écrivent en substance, avait pas d'autre commanditaire que simplement Ruffin qui allait perturber les AG de LVMH, qui d'ailleurs a eu un César pour ça, donc preuve que ça dérangeait absolument personne. Donc il y a cette dimension-là chez Ruffin, et donc on voit bien que Macron lui alimente. Macron est vraiment le maître des oppositions contrôlées, notamment avec des dispositifs sur lesquels on reviendra quand on aura débrouillé le dossier Brigitte définitivement, parce qu'il y a des personnages qui se sont vraiment distingués dans cette affaire. Je pense notamment à Xavier Azalbert, qui est un personnage très très curieux, très bizarre, et dont on dit justement qu'il participerait d'une opération d'opération contrôlée plus large. Mais enfin, tout ça n'est pas encore bien précisé. Moi, j'ai plusieurs indices, notamment les 2 fois où il m'a appelé par rapport à l'affaire Brigitte, qui étaient vraiment des moments stratégiques. J'ai pu recouper avec d'autres individus, et il y a vraisemblablement un problème, je dirais, Xavier Azalbert de François. Mais bon, donc on a ces dispositions d'opposition contrôlée par rapport à Emmanuel Macron. Et pour conclure là-dessus, je dirais quand même que Macron a cette technique de faire croire qu'il est faible, donc en agitant le spectre d'une dissolution, etc. Comme exactement en 2019 sur Brut, il avait dit oh je suis pas sûr de me représenter, donc de toujours
faire croire à cette faiblesse, alors qu'en vérité, il a un soutien intégral du système, et qu'en vérité, l'opération Macron, je le dis puisque là commence à courir la musique du scénario Poutine-Medvedev, c'est-à-dire qu'on nous vend que Bruno Le Maire ou Bayrou pourrait être le Medvedev de Macron. C'est qu'en fait, avec l'opération Macron, euh, la caste a voulu faire un Russie unie, mais tel que tel que les élites françaises se représentent Russie unie. C'est-à-dire que c'est pas Russie unie, c'est Russie unie tel que se le représentent les élites françaises. C'est-à-dire une caste pillarde, autoritaire, portée par le rouleau compresseur de la propagande médiatique et complètement sans limite. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que la caste en France, avec le macronisme, se vit comme une image qu'elle projette sur Russie unie. Et quand on comprend ça, je pense qu'on comprend beaucoup de choses. Alors un peu de prospective pour terminer. On a bien compris les mécanismes et les acteurs de l'opposition contrôlée et leur profil, mais il y a aussi les narratifs qui sont déterminants dans cette gestion. Alors ces dernières années, on a eu des énormes narratifs, hein, le terrorisme, le climat, l'épidémie, maintenant la guerre. Alors Xavier, quel est le prochain? Je crois que vous mettez une petite pièce sur l'invasion extraterrestre. Oui, alors c'est un sujet qui est intéressant parce que bon là, la direction du renseignement national euh, américain a publié son rapport annuel sur les ovnis, où il est écrit que par rapport au précédent rapport qui avait été rendu en juin 2021, il y avait 3 fois plus d'observations de phénomènes ovnis. Enfin, ça, c'est factuel. Un autre fait, c'est par exemple un discours de John Kerry à Davos qui explique qu'ils ont été réunis là par une assemblée extraterrestre pour sauver la planète. Je me rappelle qu'en décembre 2020, le directeur du programme spatial israélien a déclaré dans la presse que les États-Unis avaient conclu une alliance galactique avec les extraterrestres et avaient installé des bases sur la planète Mars. Alors, bon, c'est des faits comme ça, mais qui créent, je dirais, un bruit de fond. Moi, je me suis rappelé que le lobby, je dirais, puisqu'en fait, il y a des lobbies au Congrès aux États-Unis, sur à peu près tous les sujets, mais il se trouve qu'il y a même un lobby de la divulgation OVNI. Et quand on regarde, quand on remonte les fils de ce lobby de la divulgation OVNI, on retombe sur les Rockefeller, enfin tous les réseaux liés au Parti démocrate, en particulier via les Rockefeller, les Clinton et les frères Podesta. Et donc, je me dis, bon, dans une phase où, admettons, le mondialisme n'aurait plus rien, puisque la Troisième Guerre mondiale, le plan de déclenchement de la Troisième Guerre mondiale est en train d'échouer, puisqu'en fait, les Russes sont finalement assez prudents et les Chinois également. Euh, Finalement, est-ce qu'on pourrait pas, pour avoir le fameux problème global qui nécessite une solution globale, c'est-à-dire qu'est le mantra du mondialisme, passer sur un scénario d'invasion extraterrestre, sachant qu'en fait, je dirais, les productions hollywoodiennes ont induit deux biais cognitifs, c'est-à-dire l'OVNI, qui est un phénomène qui existe, quoi, c'est-à-dire l'identification d'un objet volant non identifié. Ça, on peut le voir, il y a des vidéos, des gens qui filment avec leur téléphone. Mais en fait, le biais cognitif de Hollywood, c'est ovni égale extraterrestre. Alors que, est-ce que c'est pas infraterrestre, alterterrestre? Enfin, on n'en sait rien. Mais le biais cognitif, c'est que c'est forcément extraterrestre, sous-entendu les différentes galaxies, l'univers, etc. Et le deuxième biais cognitif, c'est la nature de ces extraterrestres. C'est-à-dire, tantôt ils sont hostiles, tantôt ils sont sauveurs. Mais dans les deux cas, ça permet de vendre le narratif à problème global, solution globale. Alors, comment résister ensuite à ce narratif? Ça veut dire qu'en fait, on peut très bien imaginer que ce narratif se mette en place. Alors, on entend parler par exemple du projet Bluebeam, mais moi je pense que même pas qu'il y ait besoin de projet Bluebeam. Si vous avez une fuite opportune du Pentagone dans le Washington Post sur, tu vois, le Washington Post qui révèle que un document du Pentagone qui s'inquiète d'une arrivée imminente des extraterrestres, tu vois, et ben, tu vois, une fuite pilotée, c'est à ça que sert le Washington Post. Hein. Fuite pilotée, à ce moment-là, BFM, enfin c'est CNN, puis en France BFM,
se met en édition spéciale. Et à ce moment-là, à chaque fois qu'il y a un type qui filme un ovni, bah, avec son téléphone et qu'il le met sur YouTube, et ben ça devient un sujet débattu. Donc après, tu peux imaginer sur BFM TV des ufologues, c'est-à-dire qu'on aura eu les médecins pendant 2 ans, les généraux pendant 1 an, et là on aura les ufologues. Après, il y aura Thomas Pesquet, tu vois, des cosmologues. J'avais été surpris du nombre de cosmologues en étudiant l'affaire Epstein, dans le livre noir d'Epstein, le nombre de cosmologues. Tu vois, toi, tu connais pas beaucoup de cosmologues. Tu vois, tu dis pas le matin, tiens, je vais chez le cosmologue. Ça, c'est des trucs, bon, tu vois, de pourquoi il y avait autant de cosmologues dans le livre noir d'Epstein, tu vois. Et donc, tu vas voir donc les cosmologues, les astrologues, les ufologues. Donc, tu peux imaginer quelque chose comme ça. Et puis, là où ça devient intéressant, c'est que qui va pouvoir contester ce narratif? Tu vois, et donc, contester ce narratif, c'est-à-dire dire est-ce que les ovnis sont forcément de nature extraterrestre, etc. Ça va être poser des questions que se posent aujourd'hui, par exemple, les platistes, c'est-à-dire quel est le rôle réel des satellites quand on voit que en fait l'internet mondial passe par des câbles sous-marins. Hein, tu sais, c'était Alcatel Submarine Network, hein, qui était une société française qui faisait ça, que Macron a vendu aux Finlandais. Peu de gens le savent, mais c'est comme ça. L'Internet mondial passe par des câbles sous-marins que la France fabriquait et que Macron a vendu. Donc, à quoi servent les satellites dans ce cas-là? Là, sur l'espionnage, on nous parle des ballons chinois. Qu'est-ce que c'est que les ballons chinois? C'est des dirigeables, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant des zeppelins. Donc, en fait, on se dit, attends, si les satellites ne transmettent pas Internet, et parce qu'on nous a vendu la télévision par satellite. Tu te rappelles le canal satellite, la télévision par satellite. Donc en fait, non, ça transmet pas Internet et ça fait pas de recueil d'informations, puisque visiblement, avec les ballons chinois, dont on découvre qu'en fait tous les pays envoient des ballons partout, en fait c'est des dirigeables. D'ailleurs, quand tu vas sur les sites de défense, tu découvres que Thales continue de fabriquer des zeppelins, des dirigeables, etc. Donc voilà, donc ça c'est des questions intéressantes, tu vois, les questions sur qu'est-ce qui se passe en Antarctique, des questions, enfin, il y a des tas de questions qui sont intéressantes, qui sont posées par ce qu'on appelle les platistes, tu vois, qui n'est pas un sujet, enfin, je veux dire, il faut voir les contenus produits, si tu veux, et il y a des vrais trucs intéressants. C'est-à-dire, qu'est-ce que la NASA? Par exemple, on faudra s'intéresser à qu'est-ce que la NASA, qu'est-ce que la conquête spatiale. Et moi, ce que je me dis, bon, on n'en est pas encore là, mais qu'est-ce qu'auront à dire des gens qui ont été incapables de, euh, de contester le narratif Covid? Enfin, je vais être clair, je pense à toute la classe politique française. Hein. Il y a personne dans la classe politique française, à part effectivement un peu Florian Philippot, et le narratif ukrainien. Où là, pareil, personne n'est capable de renverser le narratif Ukraine. Enfin, Ségolène Royal et qui s'est pris, voilà. Donc ça peut être effectivement une porte de sortie pour le nouvel ordre mondial qui aujourd'hui, on voit bien, est arrivé au bout sur le Covid. D'ailleurs, on voit bien que même les complications du vaccin peuvent même devenir très problématiques pour lui à terme non seulement pour les gens, mais en plus pour lui. Et on voit bien que le narratif ukrainien arrive à terme. Et comment, alors là, c'est de la fiction, mais est-ce que on aura un rebond avec le narratif invasion extraterrestre, positif ou négatif, parce qu'ils peuvent venir pour sauver le monde, ils peuvent venir aussi pour l'envahir, ils peuvent être hostiles ou ils peuvent être sauveurs. Hein, on a les deux dans Hollywood. Et, et à ce moment-là, qui s'opposera à ça, quoi. Et ça peut être intéressant. D'ailleurs, on pourrait en refaire une petite émission, il me semble, non, Pierre? Oui, on va pas trop déflorer le sujet aujourd'hui, mais effectivement, c'est parti mon kiki sur la question est dans les cartons. Voilà. Voilà, on a un peu fait le tour sur l'opposition contrôlée, non? Oui, bah, je vous remercie Xavier. Alors, avant de conclure, je vais donner les références des numéros faits et documents, des portraits que vous avez cités lors de cette émission. Alors, par exemple, vous avez parlé au début de l'émission de Laurence Tubiana. Il y a 2 numéros de faits et documents consacrés au portrait de Laurence Tubiana. Ce sont les numéros 485 et 486, chers auditeurs. François Ruffin, numéro 514 et 515, et Sébastien Chenu, numéro 444. Bah vous trouvez Pascal Ouzelot aussi. Vous trouvez tout ça de toute façon sur notre site. Vous retrouvez Pascal Ouzelot, vous retrouvez Mélenchon.
vous retrouvez effectivement tout ce qu'on a dit sur Rothschild, c'est toute notre série sur le pacte de corruption, sur Brigitte, toute notre série le mystère Brigitte Macron, le livre noir d'Epstein. Souvent les gens demandent vous avez la liste des gens d'Epstein, machin, etc. D'ailleurs, la liste elle a été publiée, on est les seuls en France à avoir publié, on est les seuls en France à avoir couvert l'affaire Epstein. On a eu en exclusivité l'arrestation de Jean-Luc Brunel. Euh, donc vraiment, voilà, donc tous ces réseaux-là sont vraiment détaillés. On a parlé de Raoult sur le narratif Covid, effectivement, le portrait de Didier Raoult qui a été fait. Berkoff, André Berkoff, numéro 516, Cyril Hellman, numéro 517. Et puis, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. On rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent se procurer donc tous ces numéros de Faits et Documents à l'unité ou sur abonnement sur le site de Faits et Documents. Hein. D'ailleurs, sur le site, ils peuvent appeler la librairie Vincent si c'est pas clair, parce que des fois c'est compliqué, je sais, pour des gens d'un certain âge, enfin mais c'est même cinquantenaire quoi, pour tous ces outils informatiques. Moi j'ai eu mal, donc si vous voulez avoir un interlocuteur direct, vous n'hésitez pas à appeler la librairie Vincent, où ils seront heureux de vous renseigner, de vous aiguiller dans nos collections. Et donc, et puis surtout, soutenez Faits et Documents, parce que quand même, on fait de la vraie information libre. Alors, je dis pas qu'on se plante pas, puisque par définition, dès lors qu'on fait quelque chose, il y a toujours un risque de se planter, mais disons qu'on essaye de pas se planter. Et quand on se relie, après, puisqu'en fait, c'est toujours le recul, on se dit qu'on a quand même écrit beaucoup moins de conneries que les autres. Et surtout, c'est une information qui nous coûte cher. C'est une information qui est pas chère. C'est un journal de pauvres et en même temps c'est un journal qui est lu, je dirais, à haut niveau. D'ailleurs, quand Gaël Giraud dit oui, c'est des choses qu'on entend dans Paris. Bon, moi je suis désolé, mais je me reconnais un peu dans faire circuler ces informations-là, soulever ces problèmes-là. Et donc soutenez-nous pour effectivement pouvoir continuer certaines enquêtes qui, je dirais, sont les seules qui emmerdent, comme c'est le terme à la mode, qui emmerdent véritablement l'Élysée. Voilà. Très bien, merci Xavier, merci à tous. On se retrouve pour le prochain enregistrement et puis restez à l'affût.